Bonjour et bon matin du Québec où nous vivons dans un froid polaire de moins 18 degrés. Alors j'espère que tout va bien. Je vais donc vous présenter ce matin la conférence sur l'innovation, l'agilité, la productivité et les différents concepts qui y sont rattachés. Alors quand je parle d'innovation, d'agilité et de productivité, j'aime toujours commencer ma conférence par une statistique, notamment celle qui dit que lorsqu'une ville double de taille, l'innovation et la productivité par habitant augmentent de 15%, mais au contraire, lorsqu'une entreprise croît, sa productivité et sa capacité d'innovation diminuent. Alors la question est de se demander pourquoi. Eh bien parce que lorsqu'une ville grandit, son écosystème se développe. Il y a de l'ouverture de nouvelles écoles, il y a des nouvelles universités, mais aussi il y a l'arrivée d'entrepreneurs qui amènent plus d'innovation dans l'écosystème de la ville. Ces dernières années, on a même assisté régulièrement à la montée de l'innovation sociale au sein des villes. Ou par exemple, il y a deux branches à ça. Il y a les citoyens qui participent directement dans le développement de la ville et de ses services, donc qui vont sur des plateformes numériques, qui vont être capables de donner un certain nombre de commentaires sur les nouveaux services qu'ils aimeraient avoir. Mais aussi, on peut constater des entrepreneurs, des entreprises de technologie qui vont se mettre au service de la ville pour les aider à améliorer leur efficacité, leur productivité. Donc on peut voir que l'écosystème se parle de plus en plus au niveau de la ville, des entrepreneurs et des citoyens. Alors ça, c'est la première raison. Mais pourquoi est-ce que cela fonctionne? Eh bien, parce que quand une ville grandit, en fait, la première réaction, c'est pas une volonté de vouloir tout contrôler. En fait, la mairie peut pas forcément prendre contrôle de la situation. C'est l'écosystème qui est vraiment large et important, qui a le pouvoir aussi de vote. Donc, c'est un pouvoir au niveau des citoyens et de l'écosystème qui va justement amener cette innovation et puis plus de productivité. Au contraire, quand il s'agit d'une entreprise, les statistiques démontrent que si on a une augmentation de la taille, donc une croissance en fait de l'organisation, eh ben la productivité va diminuer au sein de l'entreprise. Et une des raisons, c'est parce que un des premiers réflexes de l'entreprise, ça va être de vouloir contrôler la croissance par des politiques et des procédures de contrôle. On peut penser à des politiques de qualité, des politiques budgétaires et ainsi de suite. Et tout ça va au moins pendant un certain temps impacter négativement la productivité globale. L'autre aspect aussi, c'est qui dit croissance rapide, dit embauche souvent rapide. Ça ne veut pas dire que forcément l'organisation a tous les moyens pour faire les meilleures embauches, mais aussi pour supporter la formation et le développement des nouveaux employés, ce qui peut impliquer là aussi une perte de productivité. Donc c'est vraiment intéressant de garder durant cette conférence ces deux statistiques en tête. Maintenant, lorsqu'on parle d'innovation, il faut garder en tête qu'il y a 5 grands principes à retenir. Alors, le premier grand principe, et là je suis sur les slides suivantes, c'est que l'innovation, ce n'est pas seulement la créativité. La créativité, soit la capacité de l'organisation à générer de nouvelles idées, c'est qu'un des 4 piliers de l'innovation. Le deuxième, c'est vraiment la stratégie, c'est-à-dire la capacité de l'organisation à investir dans des idées qui leur confèrent un avantage compétitif. La troisième est l'exécution, donc la capacité d'amener l'idée innovante rapidement sur le marché. Et quand on fait des sondages auprès des entreprises de haute technologie, on s'aperçoit que 42% des compagnies de haute technologie ne manquent pas de créativité, mais elles manquent de capacité d'exécution rapide. Et c'est ça qui a un impact direct sur leur innovation, c'est-à-dire qu'elles sont pas capables de livrer leur idée ou leur application suffisamment rapidement sur le marché. Enfin, 4e pilier, c'est la profitabilité, soit le retour sur investissement de l'innovation. On peut avoir une excellente idée, être capable de l'exécuter, de la livrer sur le marché, mais si en bout de ligne, au bout d'un an, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de retour sur investissement suffisamment rapide, eh ben, il faut être capable de passer à autre chose. Alors ça, c'est le premier grand principe. L'innovation ne veut pas simplement dire avoir des nouvelles idées. Le deuxième grand principe, c'est qu'il existe 5 types d'innovation. La plus connue, évidemment, c'est l'innovation au niveau des produits et services.
Ce dont on parle le moins, par contre, si je parle du deuxième principe, c'est l'innovation au niveau des modèles d'affaires. Et c'est intéressant de se rappeler que Apple, quand ils ont lancé l'iPod en 2001, il y a eu 7 innovations au niveau du produit et du modèle d'affaires et ainsi de suite, mais la partie la plus innovante, ça a été vraiment le lancement de la plateforme iTunes Store, qui a permis de l'achat d'une musique au prix de 99 sous. Il faut savoir que, à l'époque, bon, on se rappelle, à l'époque, ça n'existait absolument pas, alors que la technologie de l'iPod existait déjà, mais ce modèle d'affaires n'existait pas et que ça a ruiné complètement l'industrie de la musique, qui a été obligée, comme vous le savez, de se transformer. Aujourd'hui, on peut dire que même au niveau des technologies, beaucoup d'acteurs de l'industrie pharmaceutique, touristique, financière, des secteurs très réglementés aussi, s'intéressent de très près à tout ce qui est de l'intelligence artificielle, la blockchain ou encore la réalité augmentée, parce qu'ils savent que ça va vraiment impacter leur façon de travailler, leur productivité et que donc ils doivent en tirer profit. Je dirais maintenant le quatrième type d'innovation, c'est celui de l'innovation sur les processus. Je pense que évidemment ce type d'innovation veut dire que au sein de l'organisation, il y a un mindset qui est vraiment permanent de remise en question des façons de faire. On parle souvent d'entreprise apprenante, donc qui est constamment capable d'évoluer et d'apprendre des nouvelles façons de faire et de les implanter très rapidement, et qui va surtout optimiser les processus qui vont créer de la valeur au lieu de simplement travailler à partir de processus qui servent à contrôler les coûts, la qualité et ainsi de suite. Le cinquième type d'innovation, et on l'a mis un petit peu à part parce qu'on en parle moins souvent, c'est l'innovation relative à la culture et au leadership d'une entreprise. En effet, si on regarde au niveau de la productivité et de l'agilité, et de l'innovation aussi, le nerf de la guerre se situe beaucoup plus au niveau de la culture de l'entreprise et de son style de gestion, et des fois moins au niveau de la technologie ou du modèle d'affaires. Et la raison est la suivante, c'est que beaucoup d'entreprises qui vont essayer de mettre en place des nouvelles technologies ou qui ont des nouvelles idées vont vraiment échouer parce que la culture, l'ADN de l'organisation n'est pas favorable à ce type de changement et il va y avoir de la résistance au sein de l'organisation. Alors, par exemple, si au sein de votre organisation, vous avez une culture qui ne favorise ni la prise d'initiative, ni la collaboration entre les silos organisationnels, vous aurez beaucoup de mal à devenir plus productif grâce à l'innovation. Même chose au niveau du style de gestion. On voit que de plus en plus d'organisations vont aller vers les modes d'agilité organisationnelle. Or, un des principes de l'agilité organisationnelle, c'est l'autonomie des équipes et une prise de décision au niveau opérationnel. Pourquoi au niveau opérationnel? Parce que l'opération est la plus proche du client. C'est elle qui interagit le plus rapidement avec un client interne ou un client, un consommateur. C'est elle qui a le plus le sens du terrain. Donc, on essaye de déléguer tout le pouvoir habituellement qui se retrouve plus au niveau corporatif, de déléguer ce pouvoir le plus possible au niveau des opérations. Évidemment, ça demande d'avoir des gestionnaires qui sont capables de déléguer puis de transférer à l'employé une partie de son pouvoir. Alors ça, c'était le deuxième grand principe sur les 5 types d'innovation. Troisième grand principe, c'est que l'innovation, ce n'est pas juste inventer. Cela peut être aussi améliorer les choses. En effet, on distingue souvent l'innovation incrémentale de l'innovation radicale. L'innovation radicale, c'est par exemple lorsqu'une entreprise lance sur le marché un produit qui n'a jamais existé et qui remet en cause tous les paradigmes existants. C'est souvent des produits qui vont au-delà des attentes du consommateur. Au contraire, l'innovation incrémentale, c'est une innovation continuelle d'un produit ou d'un service existant que l'on voit dans le milieu de l'automobile, par exemple. On améliore le produit, la sécurité, l'énergie, les moteurs sont de plus en plus, performants. Mais par contre, il n'y a pas d'innovation radicale.
Maintenant, l'innovation radicale, évidemment, elle va arriver avec l'automobile autonome, les moteurs électriques et ainsi de suite. Donc, c'est quand même une industrie qui s'en va vers de l'innovation radicale, mais qui est très longtemps a été sur de l'incrémental. Or, aujourd'hui, 10% des innovations ou des entreprises font de l'innovation radicale. C'est quand même très rare. Ça demande beaucoup de recherche et développement, des gros départements associés à ça. On peut parler, par exemple, de Pratt & Whitney, qui a à peu près 200 ingénieurs qui se consacrent à l'innovation, enfermés dans une tour et qui pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans vont travailler sur des moteurs beaucoup plus efficaces au niveau de la consommation d'énergie. Mais 90% des efforts d'innovation se font généralement dans de l'innovation incrémentale. L'innovation incrémentale, sa particularité, c'est qu'elle est disséminée à travers toute l'organisation. Chacun y participe. C'est un effort collectif pour améliorer les façons de faire de l'organisation, au niveau des produits, au niveau des façons de faire, au niveau de la culture, au niveau du style de leadership, au niveau des technologies, ce qui implique évidemment une culture qui supporte surtout la collaboration, en premier la collaboration à tous les niveaux. Quatrième principe sur la slide 11, c'est que l'innovation est quelque chose d'inévitable aujourd'hui si on veut rester compétitif. Si on regarde sur les slides suivantes les statistiques du Forum 500 de 1955 et qu'on se demande combien de ces entreprises sont encore en activité aujourd'hui, on s'aperçoit que seuls 12% de ces entreprises existent encore et rien qu'en 2016, 26% des entreprises ont quitté la liste du Fortune 500. Cette statistique, elle démontre vraiment à quel point le monde des entreprises se régénère rapidement et que de très grandes entreprises avec une très forte notoriété peuvent disparaître du marché en quelques années. Sur la slide suivante, je vous ai mis un certain nombre d'exemples de compagnies. Évidemment, on peut parler de Research in Motion, le créateur de BlackBerry, qui s'est démarqué pendant des années par la sécurité de ses produits et notamment dont la clientèle était la clientèle d'affaires. Toutes les entreprises demandaient à leurs employés d'avoir un BlackBerry à cause de la sécurité. Sauf que le marché, les consommateurs ont pris le virage à Apple avec des téléphones intelligents, plus faciles à utiliser, dans lequel on pouvait concilier le travail, le divertissement et surtout on avait accès à beaucoup d'applications qui devenaient aussi dans un certain sens des applications de productivité dans le monde du travail. BlackBerry n'a pas réussi à s'adapter. C'est un cas typique d'une entreprise qui faisait preuve de myopie, omnibulée par la qualité et la sécurité de son produit. En fait, c'est une entreprise que j'appelle amoureuse de son produit et qui n'a pas vu que les consommateurs privilégiaient d'autres critères, d'autres types de produits, comme la facilité d'utilisation et le côté fun et applicatif des jeux. Or, on constate que ce même échec, d'autres entreprises l'ont connu. Rappelons-nous Nokia, qui dans les années 2000 était l'entreprise qui avait 80% du marché du mobile. C'était les téléphones mobiles les plus chers, les plus robustes, les plus réputés en termes de qualité et de fiabilité, et qui n'a jamais vu le virage du téléphone intelligent et qui a complètement loupé le virage du téléphone intelligent en pensant que leur position dominante sur le marché leur permettait de ne pas rentrer dans ce type de tendance. Et puis, vous voyez aujourd'hui où en est Nokia. Ce sont des échecs, je dois dire, qu'on retrouve plus dans des entreprises aussi qui ont un mindset très d'engineering, d'ingénieurs, très tourné vers le produit, la qualité du produit, et ainsi de suite, et qui oublient un petit peu les tendances du marché, où est-ce que s'en va le client, quels seront ses besoins dans le futur, et ainsi de suite. Alors, si on en revient à la slide 15, en fait, il y a 3 raisons qui expliquent l'échec de ces compagnies. Je reviens là-dessus. La première, c'est qu'elles n'ont pas vu la menace arriver. Je pense que Research in Motion et Nokia illustrent très bien ce point. Ils ont perdu de vue la perspective du client. La deuxième raison, c'est que la menace était tellement forte qu'elles n'ont pas eu la capacité de réagir, que ce soit financièrement,
technologiquement ou en termes de ressources humaines. Un des exemples, c'est les vidéothèques, dont la majorité ont fermé avec l'arrivée du numérique. Elles n'avaient pas les moyens financiers de réagir à ce moment-là. La troisième raison, et dont on parle moins, c'est que les compagnies auraient pu réagir, mais n'ont pas eu le courage de le faire, ou ne savaient pas comment s'y prendre. C'est le cas de Kodak, quand en 1973, ça a été une des premières compagnies à avoir inventé le procédé de photographie digitale. Mais étant donné que son modèle d'affaires était basé sur les rouleaux de film et qu'elle avait une marge très très élevée à ce niveau-là, elle a vraiment pas eu le courage d'explorer de nouveaux modèles d'affaires, par peur un petit peu, et puis on voit plusieurs entreprises, par peur de cannibaliser leur réussite existante. Et du coup, elles sont complètement fermées à un nouveau secteur de marché, à une nouvelle tendance, et puis vous voyez la situation de Kodak actuellement. Le cinquième principe important quand on parle d'innovation et de productivité, c'est que l'innovation, l'agilité et la productivité sont inséparables. Si on regarde le slide sur le transparent 17, selon McKinsey, pour être agile, une entreprise devrait être à la fois dynamique et stable. Ça, c'est un graphe qui vous permet de mieux comprendre comment se catégorisent les différentes entreprises. Et il y a 4 catégories d'entreprises en fonction de ces différents processus. Alors, ce qu'on retrouve sur un des axes, ce sont les processus stables. Alors, ce sont des processus de qualité, ce sont des processus de contrôle, ce sont des processus budgétaires. C'est eux qui permettent de structurer une compagnie puis de lui amener beaucoup de solidité, si on veut. Et ensuite, il y a les processus dynamiques. Les processus dynamiques sont ceux qui permettent à l'entreprise d'être plus réactive, d'être plus agile, de s'adapter à son marché, donc de créer de la valeur. Par exemple, sa capacité de répondre à des besoins différents des clients très rapidement. Généralement, ce sont des processus transversaux qui amènent beaucoup plus de réflexion, de collaboration et de prise de décision rapide. Alors, si on regarde ces deux axes et qu'on les lit l'un à l'autre, on s'aperçoit que il y a 4 catégories d'entreprises qu'on retrouve. D'abord, il y a les entreprises dites de start-up. Ça, ce sont des entreprises qui vont avoir surtout des processus de travail dynamiques, avec peu de processus de travail stables ou sont à peu près quasi existants. Donc, ils sont vraiment dans l'hyper-réactivité, l'hyper-créativité. Au contraire, si je prends l'axe sur l'axe inverse, les entreprises bureaucratiques sont, comme vous l'aurez deviné, des entreprises qui sont essentiellement des politiques et des procédures statistiques contraignantes et contrôlantes. Les entreprises piégées sont celles qui n'ont ni l'un ni l'autre, et puis je passerai pas beaucoup de temps à expliquer ce type de cas, mais ça arrive et elles sont piégées et généralement, arrivées à une certaine taille, elles ont de bonnes chances de disparaître. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les entreprises agiles et innovantes. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles ont vraiment une bonne combinaison de procédures rigides, comme par exemple le contrôle qualité, les budgets, mais combiné avec une bonne dose de processus agiles et innovants, comme par exemple le design thinking, des séances d'idéation, des hackathons ou d'autres façons de faire qui vont amener beaucoup plus de capacité de générer des idées, de prendre des décisions rapidement et surtout de se coller très très proche de la réalité du marché. Alors, on a fait le tour des 5 grands principes de l'innovation. Et puis la question maintenant qui va se poser va être la suivante. Alors qu'est-ce qui distingue les entreprises à succès des autres entreprises qui leur permettent d'être plus innovantes, plus agiles et plus productives? Alors les études démontrent, vous trouverez ça sur le transparent 19, les études démontrent que ces entreprises partagent une même raison d'être, la première chose. Leur raison d'être, c'est leur mission. Leur mission, c'est d'être des pionnières dans l'âme. Elles cherchent continuellement à être des leaders de leur marché plutôt que des suiveuses. Elles anticipent les besoins de changement de leurs clients actuels et futurs. Ce sont aussi des entreprises dédiées à l'excellence, et dans l'excellence, on retrouve l'amélioration continue. Ce sont des entreprises qui souhaitent toujours mieux faire, même si ce sont des entreprises qui sont dans des situations financières avantageuses, elles vont toujours chercher à se dépasser. Et finalement, ce sont des entreprises qui visent le long terme et réfléchissent continuellement à comment se positionner dans le futur.
C'est ça pour la partie concernant leur raison d'être. Vous voyez, donc vraiment des entreprises, si je devais résumer, qui ont une volonté absolue d'être en avant de la parade et de viser le long terme. Maintenant, si on creuse ces principes un petit peu plus au niveau de l'intérieur de l'organisation, on s'aperçoit qu'il y a 3 piliers qui favorisent l'innovation, l'agilité et la productivité. Le premier pilier important, ce sont les individus. Que ce soit les gestionnaires ou employés. Dans ces entreprises, on retrouve des individus qui veulent innover, faire une différence et qui ont soif d'apprentissage et une réelle volonté de changement. Ces individus, ils veulent s'assurer que leur organisation est perpétuellement en mouvement et qu'elle va être capable, parce que ce sont aussi des gens qui ont soif d'innovation, qu'elle va être capable d'innover et qu'eux vont sentir qu'ils vont progresser dans cette organisation. Le deuxième bloc, c'est celui de la culture intrapreneuriale. La culture intrapreneuriale, c'est vraiment un mix de culture de grande entreprise, avec l'ADN des startups. Le côté intrapreneurial, c'est vraiment d'avoir des processus, mais en même temps de pouvoir contourner ces processus pour amener plus d'efficacité aux besoins. Pour réussir, il faut être capable de promouvoir certaines grandes valeurs. Et quand je dis promouvoir, c'est pas simplement les promouvoir, mais les faire vivre et les vivre au quotidien, dont, à mon avis, la plus importante, c'est la confiance. J'ai confiance que mes collègues vont faire ce qu'il faut faire, que si je prends des risques sur des idées innovantes, mes collègues vont me soutenir et que si jamais j'échoue, l'apprentissage qu'on en aura fait va être réellement perçu comme une valeur ajoutée. Une autre de ces valeurs organisationnelles à promouvoir, évidemment, c'est celle de la passion. La passion pour le produit, pour l'organisation, pour la mission de l'organisation, la passion pour l'expertise de nos collègues, avoir envie de travailler avec eux. Tous ces aspects-là sont essentiels pour promouvoir une culture intrapreneuriale où les gens vont avoir vraiment envie de se dépasser puis de proposer des choses nouvelles à l'organisation. Maintenant, le troisième pilier, et non le moindre, c'est le pilier de l'écosystème. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, quand on parle d'écosystème, on touche à l'organisation du travail, à ses processus et à ses ressources. Alors, évidemment, un des aspects le plus visible, c'est l'organigramme, mais ça peut être aussi la façon dont le budget est organisé, comment on fait nos exercices de planification stratégique, nos façons de travailler, les politiques ressources humaines, les politiques financières ou encore les politiques de conformité. Tout cet ensemble de politiques et de façons de faire constitue l'écosystème d'une organisation et on s'aperçoit que les entreprises qui ont des écosystèmes agiles, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois des politiques et procédures qui assurent la qualité et conformité, mais aussi qu'elles ont des politiques et des procédures qui favorisent la créativité, la prise de risque et la capacité à réagir rapidement à des menaces et opportunités, sont les entreprises qui sont capables d'amener beaucoup plus d'innovation et beaucoup plus de productivité en bout de ligne. Maintenant, si je reviens sur chacun de ces 3 piliers, et je vais revenir sur la slide 21, au niveau des individus. Ce que l'on regarde le plus, si on regarde toutes les études au niveau des individus qui sont capables de travailler dans ce type d'environnement, ce sont des individus qui vont faire la différence et qui savent écouter. Ça, c'est le premier principe au niveau des individus qui sont capables de travailler en mode agile. Alors, on a repris les citations de 2 chercheurs réputés dans le domaine de l'innovation et de la créativité. D'abord, Ken Robinson, dont vous avez peut-être vu la conférence TED, qui a été une des conférences les plus vues au monde, avec 50 millions de vues en 2017. Et le sujet est vraiment intéressant, c'est le sujet « Est-ce que l'école tue la créativité ?» Et le message clair de Ken, c'est de dire que ce soit dans un environnement scolaire ou dans un environnement de travail, il faut s'assurer de créer une culture organisationnelle où tout le monde peut avoir des idées et les exprimer et que l'échec est accepté et vu comme une source d'apprentissage. Alors, c'est sûr que ce sont des concepts qui sont très, très proches de l'agilité organisationnelle, dans laquelle on pousse à faire des courtes itérations pour faire des petits échecs, afin d'être capable de redresser plus rapidement les projets stratégiques d'envergure. Donc, on voit déjà le lien entre le type d'individu qu'on veut avoir et la capacité à être créatif et un écosystème qui va être agile.
De son côté, Clayton Christensen a quant à lui, c'est une sommité en termes d'innovation de rupture. Il a été entre autres, il est toujours professeur universitaire et consultant, et il a écrit de nombreux livres sur l'innovation, tels que par exemple Le dilemme de l'innovateur. Alors pour lui, c'est vraiment important que l'entreprise permette à ses employés, ses innovateurs, de challenger les paradigmes et le statu quo, donc de challenger vraiment les façons de faire de l'entreprise, mais aussi de permettre aux employés de réseauter et de travailler avec des personnes de profils totalement différents. Et on se rappelle que souvent, en tous les cas, j'ai souvent constaté dans les organisations, on a des employés qui ont beaucoup de mal à réseauter à l'extérieur de l'organisation et avec des profils différents, des backgrounds différents, donc sortir un petit peu de leur schéma habituel. C'est extrêmement important pour Clayton Christensen si on veut avoir des employés qui sont capables justement d'ouvrir leurs horizons puis d'avoir une plus grande valeur ajoutée, une plus grande contribution dans les débats au sein de l'organisation sur des approches innovantes et ainsi de suite. Maintenant, si on prend l'exemple, le deuxième pilier, si vous voulez, sur la culture, j'aime beaucoup me référer au cas de Whirlpool pour illustrer ce pilier de la culture. Pourquoi? Parce que Whirlpool, a priori, peu de gens y pensent quand on parle d'entreprise innovante et quand on parle d'innovation et de créativité. Pourtant, c'est une entreprise qui a fait un virage très, très important dans les années 2000 pour amener beaucoup plus d'innovation au sein de l'organisation et ce qu'ils ont appelé d'ailleurs l'innovation intégrée. Peut-être quelques petites anecdotes. Une première, ça leur a pris plusieurs années à définir ça voulait dire quoi l'innovation intégrée au sein de l'organisation. Donc ça a été tout un processus de remise en question. Une deuxième anecdote, ils ont distribué à chaque unité d'affaires un budget d'innovation à investir intégralement dans une autre unité d'affaires que la leur. Alors, ça veut dire que des leaders, par exemple, si je prends un leader d'opération ou un leader de ressources humaines qui dit « Tiens, je voudrais mettre en place un nouveau projet innovant », ils peuvent pas s'autofinancer à travers le budget. Ils sont obligés d'aller voir leurs collègues et leur dire « Voici ce que j'aimerais mettre en place. Je trouve que c'est un projet innovant. Puis j'aimerais avoir votre support. Qui est prêt à investir dans mon projet ?» Le deuxième aspect important, c'est que ils sont constamment en train de se donner du feedback et de remettre en cause leurs pratiques rigides. Je pense que c'est un point d'honneur pour eux. Tout ce qui pourrait être une pratique qui entrave la créativité et l'innovation, c'est quelque chose qu'ils souhaitent remettre en cause et être capable de l'amener sur la table à un autre. Ça leur permet aussi de sortir de leur paradigme. Le troisième point, c'est que les difficultés et les erreurs sont vues comme des apprentissages et non pas des échecs. Je rappelle que dans beaucoup d'entreprises de haute technologie, c'est valorisé. Quelqu'un qui n'a pas échoué, qui n'a pas connu des échecs dans sa vie, est quelqu'un qui n'a pas pris suffisamment de risques et que la culture, dans ce cas-là, donc le management ne reconnaît pas comme des individus les plus prometteurs. Si on part maintenant sur la slide suivante et qu'on revient sur l'impact sur l'écosystème, donc comme je le disais, les trois sont liés. Alors peut-être pour vous donner une meilleure idée sur c'est quoi un écosystème agile, on peut regarder l'exemple de l'holacratie, qui est inspiré du mouvement agile, mais qui est beaucoup plus radical dans son approche. L'exemple d'entreprise qui a mis en place l'holacratie, c'est Zappos, qui a décidé qu'il n'y aurait plus d'organigramme conventionnel, mais que l'ensemble des employés de l'organisation allaient travailler sur une base de projet cellule, et dans laquelle il y aurait des interactions entre les individus appartenant à plusieurs cellules, dépendamment des projets et des besoins d'affaires de l'organisation. Alors, au lieu d'avoir une structure pyramidale de type organigramme, on a vraiment une structure faite de cercles, et ces cercles sont beaucoup plus mobiles et agiles en termes de réaction à des pressions externes. C'est sûr que les individus font partie de plusieurs cercles, pas simplement d'un cercle, et peuvent bouger d'un cercle à l'autre, et dans un cercle peuvent jouer différents rôles.
Si on prend maintenant quelques-uns des principes au niveau de l'équipe, il y a d'abord l'accent qui est mis sur la collaboration, mais surtout sur l'implication du client, interne ou externe, tout au long du processus de développement de produits ou de services ou d'opérationnalisation. Ça veut dire que tous les projets sont divisés en courtes itérations, comme le recommande l'approche agile, et que dans l'évolution d'un programme, d'un projet et ainsi de suite, on s'adapte régulièrement en fonction du feedback qu'on reçoit du client interne ou externe. Mais évidemment, ça demande de travailler comme ça demande des gens flexibles, ça demande des gens qui sont capables de travailler en dehors de leur zone d'expertise, parce qu'on va leur demander de travailler dans des cercles dont ils sont pas l'expert. Ça demande aussi de gens capables d'intégrer un nouveau projet, de challenger les opinions, d'être capable de faire preuve d'ouverture et d'accepter d'être remis en question, de recevoir du feedback. Des fois, c'est du feedback collectif. Mais c'est vraiment dans cette diversité d'opinions et d'expertise, en fait, que se crée une réelle valeur ajoutée et que, en bout de ligne, on va être capable d'amener des choses qui dépassent les attentes du client. Alors voilà, c'était les trois piliers, je dirais, associés à l'innovation, l'agilité et la productivité, à savoir le style de gestion et le style d'employé qu'on a au sein de l'organisation, le type de leader. La deuxième, le type de culture de l'organisation. Et la troisième, le type d'écosystème, un écosystème agile qui permet à l'organisation de réagir très rapidement. Alors, en conclusion, ce que j'aime prendre comme exemple, c'est ces deux images qui me viennent à l'esprit quand on parle des entreprises qui sont à la fois agiles, innovantes et productives. La première, c'est celle d'un orchestre symphonique pour représenter les entreprises issues du mode tayloriste où depuis des années, une centaine d'années presque, on met toujours un leader à la tête de l'organisation qui est entouré d'une armée d'exécutants. Et qui est outillé avec des systèmes de gestion par objectif, des systèmes de reporting et ainsi de suite pour assurer un contrôle sur l'ensemble de la structure. On a vu la limite de ce type d'organisation, notamment en 2008. Je rappelle l'exemple de GE qui a été en difficulté. GE était quand même l'entreprise gourou de la gestion par objectif, dans lequel il y avait une cascade d'objectifs qui allait aux employés dans les opérations. Et le jour où la tête dirigeante de GE n'a pas été capable de prendre des décisions rapidement parce qu'il se retrouvait dans un marché en 2008 où tous les paradigmes connus étaient mis à terre, l'organisation a stagné puisqu'elle n'était plus capable d'agir, puisque le pouvoir décisionnel était complètement centralisé. Donc les gens attendaient simplement la cascade d'objectifs pour savoir quoi faire, et ça a failli amener en fait la fin de GE. C'est intéressant de voir aussi que GE, dans sa façon de penser aujourd'hui, très rapidement a réagi par rapport à ses valeurs organisationnelles et a mis au centre de ses valeurs organisationnelles la valeur d'imagination, imagination. Donc on voit que c'est un virage complet par rapport à ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Si maintenant je vois les modèles ou le type d'organisation qui ont été en 2008 extrêmement innovantes et qui aujourd'hui sont des organisations agiles, je peux pas m'empêcher de penser à un orchestre de free jazz. Pourquoi? Parce que dans un orchestre de free jazz, justement, il n'y a pas de chef d'orchestre. Tous les musiciens jouent un rôle équivalent. Ce rôle évolue au moment de l'improvisation. Il se passe d'un musicien à l'autre et tous ensemble, en temps réel, avec un public qui va donner un feedback réel et en temps réel, vont essayer de créer une harmonie ou quelque chose de nouveau qui va justement surprendre le public et qui va très probablement dépasser leurs attentes. Alors voilà, ça résume bien donc cette conférence, et pour faire le lien, en effet, les entreprises aujourd'hui les plus à succès sont des entreprises qui recherchent des idées innovantes leur permettant
d'être plus agile et d'amener plus de productivité. Et je vous propose maintenant de passer sur les parties suivantes qui concernent le benchmark qu'on a fait par rapport à vos secteurs d'industrie et de regarder en effet dans vos industries ou dans des industries comparables, ce serait quoi les entreprises qui seraient les plus innovantes ou qui amèneraient le plus de productivité à travers l'innovation. Alors, si on regarde le benchmark qu'on vous a préparé, il y a 6 grandes tendances et puis ensuite, je pense qu'elles sont expliquées dans le détail, mais la première tendance, c'est comment amener plus de productivité au niveau du développement de produits. La tendance, comment amener plus de productivité au niveau des idées innovantes par rapport au design manufacturier. La troisième, c'est sur la chaîne de valeur. Quelles sont les idées innovantes qui permettent d'amener plus de productivité sur la chaîne de valeur? La quatrième, c'est au niveau de tout ce qui est la qualité, le contrôle, la maintenance. La cinquième, on en a déjà parlé, mais c'est au niveau des styles de gestion et du design organisationnel. Et enfin, la dernière qui touche particulièrement votre industrie, c'est l'administration du vaccin, l'administration du produit. Donc, je vous laisse avec les slides suivantes qui expliquent très bien les différentes entreprises de différents secteurs qu'on a voulu être des secteurs réglementés ou des secteurs de sécurité qui ont réussi à se démarquer de leurs concurrents.